contre Ward. Semaine, Dupuis. Fin de tir. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe par la tête. Veilleux! Ainsi ça, encore une fois. Il va de la même fin et cette fois-ci réussi à marquer. Olivier! C'est tiré! Échappé! Dans le gardien, élevé! C'est quel arrêt d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Soirée spéciale, journée spéciale, journée d'Halloween. Pour l'occasion, j'ai mis ma casquette de policier, donc je fais office de policier ce soir, à défaut de me battre là, sur les surfaces glacées. On va régner l'ordre au podcast. Ouais, on va faire régner l'ordre. Donc, s'il y a du monde qui n'écoute pas, là, ça va chauffer okay. ce soir. On va se tenir tranquille. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va recevoir dans une dizaine de minutes Alexandre Goulet de l'assurantiel de Thetford qui va venir nous parler un petit peu de sa saison, un petit peu de son été, début de saison de l'assurantiel. On sait que Alexandre a eu s'est remis là, d'une opération, était revenu là, au courant à la fin de la saison dernière. Joie, Seb, vas-tu donner des contraventions? Ouais, c'est ça. Mais le podcast est un petit peu plus tard, là, vers 20h. Fait que ceux qui ont des enfants, vous avez pu peut-être déjà passer l'Halloween, tout ça, puis être à l'écoute pour 8 heures. En tout cas, chez nous, ça n'a pas sonné beaucoup là, dans mon coin. Peut-être juste une vingtaine de personnes qui sont venues cogner. Fait qu'il va me rester des bonbons là-bas. Ensuite, on va parler des matchs du week-end, bien sûr. Et on va parler peut-être, mais avant, des nouvelles à travers la Ligue. Donc, Dave, qu'est-ce qu'on a là, pour, comme nouvelle lors du dernier week-end? Oui, ça a été quand même tranquille au niveau des nouvelles. Si on regarde au niveau des joueurs, des ajouts de joueurs que ça serait fait, là, les 3L qui ont annoncé la signature de Guillaume Morin, qui a joué le match de vendredi. Donc, on sait bien, là, un homme fort de la région là, du côté de Rivière-du-Loup là, qui avait joué quand même près d'une quinzaine de matchs, je pense, la saison dernière. Donc, il a joué son premier match en fin de semaine. Donc, on l'a annoncé. Donc, signature là, qui sûrement fait plaisir aux fans là-bas. Puis, ensuite de ça, au niveau là, des autres nouvelles, là, comme je disais, c'est quand même assez tranquille. Là. Il y a juste les matchs du week-end qu'il y a eu là, au niveau au classement également. Sinon, il y avait, je pense que c'était ce soir l'émission avec Christophe Lausier. C'est demain, dans le fond. Demain, donc, Christophe Lausier qui va être en entrevue avec une émission de télé là, en studio à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis ça va sortir là, vendredi matin, donc sur les internets. Donc c'est ça, donc à suivre, ça risque d'être intéressant. Christophe Lausier, toujours des bonnes anecdotes à compter. Donc c'est ça. Sinon, si on regarde au classement, peut-être un petit tour au niveau du classement général là, pour les nouvelles. Laval qui est toujours premier, trône au premier rang. On jouait plus de matchs que toutes les autres équipes de la Ligue. Là. C'est la seule équipe qui a eu des week-ends de 2 matchs là, à chaque week-end depuis le début de la saison. Quand même, fait aller optimiser le calendrier chargé qu'ils ont eu. Eux, qu'ils ont récolté 14 points sur une possibilité de 16. Qui trônent au premier rang. Les Éperviers, avec seulement 6 matchs de jouer aussi, par contre, n'ont toujours pas connu la défaite en temps réglementaire. Donc, 4 victoires et 2 défaites en prolongation. Donc, eux aussi, c'est 10 points sur une possibilité de 12. De ça, les Marquis, 3e rang avec 8 points. Saint-Georges au 4e rang avec 7 points. Et à égalité au 5e rang, même si Thetford a un match en moins de jouer, Thetford et Rivière-du-Loup avec 5 points chacun.
Donc, peut-être qu'on pourra aussi parler de ça du côté de la saison est encore très jeune, mais le standard est tellement élevé à Thetford Mines, c'est peut-être un début de saison un petit peu en deçà des attentes. Puis Rivière-du-Loup qui tarde à réussir à faire partir la machine. C'est dommage parce que Rivière-du-Loup, sur 7 matchs, on a 6 défaites, mais le différentiel est seulement de -4. Donc, clairement, à chaque fois qu'on perd, on perd par un but depuis le début de la saison. Donc, il en manque pas gros. C'est juste de trouver une façon de garder l'avance, pas tomber, là, surtout on en parlera peut-être plus quand on va analyser les matchs, là, mais des petits relâchements de quelques minutes où on se fait scorer d'un coup, tout ça, c'est ça qui leur fait mal souvent. En tout cas, ça sera à discuter si on analyse, mais pour faire le petit tour du classement, là, puisqu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles là, cette semaine, ça ressemble à ça. Il y a encore pas mal de parité cette année. Ouais, ben si on regarde ça, l'assurance puis les 3 sont à 5 points, là, mais au classement, on a 7 points, 8 points en avant. Donc, le classement est serré. C'est sûr que pour l'instant, là, Laval a 14 points. Sorel qui n'a pas de défaite. Puis ce qui est impressionnant à Laval, c'est qu'ils ont un bon départ. Aussi, il manque quand même plusieurs joueurs. On va en parler un petit peu plus tard. On parlera plus tard, si on parle des matchs, mais oui. Ben, en parler plus tard parce que je voulais j'ai regardé un peu les entrevues là, c'est samedi, dans le fond, qu'il y a eu une série d'entrevues là, avec les joueurs et l'entraîneur, là, Daniel Gauthier. Donc, je voulais en parler en parlant du match de samedi un peu, qu'est-ce qui retournait de ces entrevues-là. Puis on parle justement des blessés. C'est bon. Donc, yes, je vois David Hood qui écrit un gendarme français. Moi, je pensais qu'il y avait du monde qui allait dire que je ressemblais au policier d'un Village People, mais bon. C'est un peu Puis Max Deblois qui dit j'ai hâte de voir Alexandre Goulet en quoi qu'il va se déguiser. Donc, est-ce qu'on y va, Dave, avec notre invité sans abusateur? Oui. Alexandre Goulet de l'assurance de Thetford, comment ça va? Salut les boys, ça va bien, vous autres? Yes. Pour répondre à Max Deblois, t'es déguisé en marqueur de but là, ce soir? Ouais, c'est ça, je te dirais, j'ai enlevé mon costume. J'étais allé passer l'Halloween plus tôt avec mon garçon. Puis non, avoir su, j'aurais dû le garder pour le podcast. Il y avait justement le Duster là, qui avait écrit en commentaire en taguant, je pense, ta copine, que tu essayais de te sauver de l'Halloween. Un podcast, c'est une bonne idée. Finalement, tu as quand même passé l'Halloween un petit peu plus tôt. Ouais, c'est ça. Ben, mon garçon, il est assez jeune, fait qu'il se couche assez tôt. Fait que non, souvent on y va. On y a été en fait en arrivant, quand il est arrivé de la garderie, puis on a fait des petites places rapidement, les amis, puis la famille, puis ça a été ça. Fait que il y a beaucoup de monde qui a passé, nous autres par chez nous, le quartier où j'habite, fait que ça passe pas mal, là, c'est le fun. La récolte était bonne. Oui, la récolte a été très bonne. On a même manqué de bonbons. Là. C'est la première année qu'on habite dans le quartier où je demeure maintenant à Thetford. Puis, il a fallu fermer les lumières parce qu'on en a manqué. Donc, Alexandre, on t'a déjà eu au podcast là, dans le passé. Je pense que ça fait peut-être là, 2 ans. Donc, on va peut-être pas parler de ta carrière, des choses qu'on a déjà parlé. Ta carrière dans le passé. Mais on pourrait quand même te demander là, comment s'est passé ton été. Écoute, ça a été un été super chargé, je te dirais. Dans le fond, moi, cet été, je me construisais avec ma blonde, justement, ma conjointe. On faisait un style autoconstruction. Fait que les travaux, ils ont commencé, je te dirais, vers la fin avril. Puis ça s'est terminé. En fait, c'est pas terminé. En fait, c'est terminé parce qu'on habite maintenant dans la maison. Mais tu sais, je veux dire, il reste toujours des choses à faire ici et là.
Dans le fond, l'étage principal est terminé au complet, mais c'est plus après ça au niveau du sous-sol, plafond suspendu, un petit peu de moulure ici et là. Fait qu'il va toujours rester un peu des choses à faire. Puis l'année prochaine, ben, ça va être le reste, dans le fond, tout ce qui est terrassement extérieur, paysagement. Fait que non, il reste encore pas mal d'ouvrages à faire, je te dirais. Oui, c'est ça, les nouvelles constructions, on peut jamais dire la première année qu'on n'a rien à faire parce que, comme tu dis, même le terrassement, en tout cas dans mon ancienne ville, on avait 1 an pour le faire. Ouais, écoute, nous autres, je te dirais, c'est un petit peu plus souple ici. On a un petit peu plus de temps pour tout faire, mais il reste que, non, ça a été un bon été. Mes vacances, je les ai passées ici à la maison. Les fins de semaine, toutes les fins de semaine. Fait que j'ai pas eu ben de loisirs, je te dirais. Fait que j'ai eu beaucoup d'aide, par exemple. Mon père qui est venu, en fait, qui était là ici presque à tous les jours, toutes les fins de semaine. Mon beau-père aussi, puis mes oncles. Fait que non, sans eux, je peux pas te dire qu'on serait loin d'avoir terminé en ce moment. Est-ce que vous avez eu le temps de faire peut-être un petit voyage? Écoute, non. Non, comme je te dis, l'été a été tellement chargé qu'on n'a pas eu le temps. Fait qu'on va se reprendre l'année prochaine où on pensait peut-être. Nous autres, on a une fin de semaine de cette année qu'on ne joue pas avec la cédule de hockey. C'est la fin de semaine du Super Bowl. Fait que peut-être qu'on pourrait faire de quoi ça. Mais comme c'est là, il n'y a rien de prévu encore. Dans les commentaires, Martin Simoneau qui demande c'est quelle compagnie, compagnie en excavation. Dans le fond, c'est ça. C'est Martin, justement, qui est venu avec ses frères, qui est venu faire l'excavation chez nous, puis vider les voyages de terre. Si on regarde peut-être le début de saison d'Assurantia, plusieurs nouveaux joueurs dans l'équipe. Si on disait les autres années là, que c'était sous le signe de la continuité avec les échanges, les nouveaux venus quand même, 6 ou 7 nouveaux coéquipiers. Oui, beaucoup de nouveaux joueurs, des gars qui amènent un beau bagage d'expérience. Quand tu regardes Yannick Riendo, Trabucco, c'est des gars qui arrivent de l'Europe, qui ont joué beaucoup de saisons là-bas. C'est des droitiers en plus, quelque chose qu'on n'avait pas. Fait que, juste là, on dirait ça fait bizarre un peu. On a des droitiers sur le power play, on était comme pas habitués. Puis là, on est rendu avec 3-4. Il y a Kevin Veilleux qui est rendu là aussi. Fait que après ça, si je regarde aussi les nouveaux. Cédric Chagnon, Kevin Veilleux, Mario Trabucco, Bruno Cardoni à la défense également. Oui, c'est ça, Bruno Cardoni aussi. Très bon défenseur qui vient se rajouter à notre groupe. Puis Cédric Chagnon, lui qui sort un petit peu de nulle part. Personne ne le connaissait vraiment à date. Puis jusqu'à présent, il fait de très belles choses avec nous autres. Puis il mérite sa place. Là. Comment peut-être vous avez fait pour vous apprivoiser là, en début de saison? Est-ce qu'on est encore dans la phase des tests là, chez l'Assurantiel? Oui, écoute, c'est sûr qu'il y a une phase de test. Hein, la saison commence. Nous autres, surtout en plus, nous autres, on ne pratique pas. Fait que c'est sûr que la chimie est pas tout à fait là en partant. Fait que il y a encore, je te dirais, il n'y a pas vraiment une game que les trios sont stables. Les trios, ils changent toujours un petit peu. Fait qu'il y a encore de l'adaptation à faire à ce niveau-là. Même chose en power play. Fait que c'est d'apprendre à se connaître, d'avoir un peu c'est quoi les tendances de chacun. Puis c'est sûr que ça va aller de mieux en mieux au fil que la saison va avancer aussi. Là. De ton côté, toi, plus personnellement, on sait la saison dernière, ça n'a pas été super facile. Là. Il y a eu des blessures. Est-ce que là, à présent, cette année, là, on peut enfin dire qu'on est à 100%, qu'on est remis de tout ça, ou il y a encore une petite partie de réadaptation? Non, écoute, je suis remis à 100%. C'est sûr qu'il y a quand même une petite période d'adaptation. L'année passée, j'ai pas joué beaucoup de matchs. J'avais manqué 9 mois. Suite à mon opération, j'avais eu le ligament croisé antérieur et le ménisque. Fait que ça avait été une longue période d'adaptation, de réadaptation. Puis quand je suis revenu, j'ai recommencé à prendre mon rythme d'aller. Puis après ça, je me suis fracturé la clavicule. 4e match contre les bâtisseurs à Montcalm. Fait que c'est sûr que ça
ça a été tough, je te dirais. Quand tu passes une année, j'ai joué 10 matchs à peu près l'année passée. Fait que c'était une année quasiment complète sans jouer. Puis là, j'étais revenu un petit peu à la fin en finale contre Saint-Georges. Puis ça, c'était assez drôle comment ça s'est fait. Je me souviens, j'avais mon rendez-vous chez l'ortho le matin. Fait le docteur, fait que j'y parle, je dis hey, penses-tu que je serais capable de recommencer à jouer? Ça faisait 6 semaines, il dit un 6 à 8 semaines, fracture de la clavicule. Fait qu'il dit si tu vas shotter une coupe de puck puis tu te sens pas pire, je te dirais oui, parce qu'ils m'ont mis une plaque de métal. Fait que c'est sûr que ça pouvait pas recasser à la même place. Fait que j'appelle Bobby le matin même. Je dis hey Bob, je pense que je serais correct pour jouer en fin de semaine. Fait que là, Bobby est un peu surpris. T'es sûr, tu étais faire une coupe de shot à l'arena, puis non, j'y vais tantôt. Fait que là, j'étais allé tantôt avec Dan Groslo, l'assistant coach. Fait que lui, il me faisait des passes, puis je faisais des one-timers, puis OK, c'est pas pire, on va l'essayer. Mais c'est sûr que là, c'était pas ça a quand même bien été, mais j'étais pas au-delà, j'étais pas en super forme non plus, parce que ça faisait 6 semaines que j'avais pas joué. Là, tu rentres en finale. Game 3, Game 4, fait que il y a quand même une coche. Puis en plus, il y avait une certaine adaptation parce que c'est ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué, puis j'avais un petit peu perdu la game shape. Puis non, mais j'étais content d'être là pour être avec les gars aussi. Puis c'était ça a passé proche aussi. Puis tout le crédit était à Saint-Georges à la fin de l'année. Là, fait qu'ils ont vraiment bien joué. Penses-tu qu'on aurait peut-être eu droit à un résultat différent si Alexandre Goulet aurait été à 100% pendant toute la finale? Écoute, ça, on ne le saura jamais, malheureusement, mais ça serait le fun d'avoir une petite revanche cette année si ça arrive en série. C'est sûr que j'aurais un petit plus, une petite motivation supplémentaire parce que qu'est-ce qui est assez drôle aussi, c'est que moi, avec ma job, je travaille pour Desjardins Entreprises, puis je m'occupe dans le fond du volet financement avec les entreprises, puis je couvre le territoire de Thetford, puis aussi de la Beauce. Fait que j'ai beaucoup de collègues qui travaillent à Saint-Georges, Sainte-Marie, qu'eux autres, c'est des partisans Cool FM en plus. Fait qu'il y a tout le temps des petites gageures au travers de ça. Fait qu'il y a tout le temps une petite motivation supplémentaire quand on joue contre Saint-Georges. De ton point de vue, après avoir connu l'ivresse de la victoire l'année d'avant, ton retour contre le Cool FM là, en finale, comment était peut-être l'ambiance? Là? C'est sûr qu'après une défaite, là, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus heureux, là, mais comment était, on savait qu'il y avait quand même des joueurs là, qui allaient quitter au terme de la saison. Écoute, c'est sûr que c'était une petite motivation supplémentaire, là, je veux dire, c'est des choses qu'on était rendu là, en fait, là, en termes d'équipe. On savait qu'il y avait des gars qui allaient devoir quitter. Puis, c'est ça un petit peu le monde du sport. Hein, à un moment donné, tu peux pas jouer éternellement non plus. Mais écoute, ça a été vraiment une bonne série. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Puis, en bout de ligne, malheureusement, on s'est incliné, mais ça a été vraiment une finale exceptionnelle pour vivre la rivalité Thetford-Saint-Georges. Les deux arénas sont pleines d'un match à l'autre. Fait que c'était vraiment incroyable, autant pour les partisans que les joueurs. C'était un petit gars de la place, là, surtout de Thetford Mines. C'était quoi le feeling, là, si tu peux nous rappeler un peu là, quand tu es embarqué sur la patinoire, surtout le match numéro 1, là, quand le centre Mario-Gosselin était plein, plus plein, on va se le dire, que la finale de 2022 quand même. Là, les foules, c'était vraiment... je pense pas qu'il rentrait une personne de plus dans l'aréna. Sinon, je pense que les pompiers, il a fallu qu'ils débarquent. C'était comment, là, en tant que joueur de la place, de voir ta ville et remplir l'aréna de cette façon-là? Écoute, c'était le fun. C'est sûr que j'ai pas joué le match numéro 1 parce que justement à cause de la blessure, mais c'était mais tu sais, être dans les estrades, de voir ça, l'ambiance, c'était vraiment incroyable. Là, il y avait une énergie dans la ville puis dans l'aréna. Puis non, c'était vraiment incroyable là, comme feeling. Puis c'est sûr, ça aurait été plus fun encore de jouer.
Mais juste pour l'avoir vécu, là, c'est sûr que c'était le scénario un peu idéal. C'est sûr que j'ai déjà hâte. J'espère les réaffronter en série cette année, là, justement pour vivre ça. Dylan Labbé là, qui a dit Go Cool Go là, dans les commentaires, mais on l'a reçu là, il y a quelques semaines, puis justement, nous parlait d'un joueur là, qui a quitté, Tommy Lafontaine, qui a pris sa retraite. Pour continuer ma question un petit peu de tantôt, si tu peux nous parler peut-être on a parlé de l'arrivée de coéquipier, mais le départ des joueurs comme Tommy Lafontaine, Yann Joseph ou les Thomas Bellemare. Oui, c'est sûr, c'est des gros morceaux de l'équipe qui sont partis. Quand on regarde le leadership de chacun de ces trois gars-là, c'est quand même assez exceptionnel, là. Yann Joseph, il a joué 17 saisons dans la Ligue, le bagage d'expérience qu'il a, même chose, Tom Bellemare. C'est quand les gars ils parlaient dans la chambre, on les écoutait, c'était rassurant aussi les avoir avec nous autres. Puis même chose pour Tommy Lafontaine, c'est vraiment un capitaine exemplaire, vraiment un bon leadership. Puis c'est sûr que ça paraît un petit peu, veut pas, qu'ils sont plus avec nous autres cette année. Mais on a d'autres leaders qui sont là, qui prennent la place. On a Max Lecourt, ça fait quand même 9 saisons, 10 saisons qu'il est avec l'équipe. Même chose pour Lausier, puis Lemieux. Fait que c'est des gars qui connaissent la ligue, qui connaissent la game. Fait que on a une belle relève aussi de ce côté-là. Et le nouveau capitaine de l'Assurantia, Maxime Lecourt, parle donc de lui un peu. Oui, ben c'est ça, Max. Ça fait 9-10 saisons qu'il est là. Puis c'est vraiment un gars qui est un petit peu sous-estimé. Quand tu le vois jouer, veut pas, il a quand même gagné le joueur le plus utile, je pense, l'année de la COVID. Ouais. C'est tout un joueur de hockey, là, Max. Il a vraiment. C'est un travaillant, puis il fait vraiment tout de bien sur la glace. Fait que c'est un bon exemple aussi pour les nouveaux joueurs qui rentrent puis qui le voient aller par son attitude puis sa façon de se présenter à tous les matchs, là. Est-ce que quand le savoir, est-ce que ça s'est fait à porte fermée au niveau de la direction de l'équipe, le choix du capitaine? Est-ce que les joueurs ont voté? Comment est-ce que ça s'est fait, la décision? Les noms dans le chapeau. Puis, Ouais. Écoute, je te dirais un petit peu, il n'y a pas eu de vote, mais on savait tous que s'il allait pour avoir un nouveau capitaine, parce que Tremblay, il allait être plus à temps partiel s'il venait aussi. On savait tous pas mal que le choix logique, c'était Max Lecourt, qui vient proche de Tedford aussi. Puis vraiment, ça fait longtemps qu'il est là. Puis par tout son vécu, son bagage d'expérience, je pense que c'était vraiment le choix logique. Puis c'est un très bon choix des coachs aussi. Puis il n'y a pas personne qui est fâché de ça, là. Moi, je voulais aller, je ne sais pas si tu avais d'autres questions un peu là-dessus, Dave. J'ai une question, ça va un peu avec le C, parce que le C va sur le chandail. Comment trouves-tu les nouveaux chandails? Je pense que c'était une surprise pour avoir été au premier match de la saison. Je pense que c'était une surprise aussi, parce que les chandails étaient comme cachés dans la chambre des coachs. Comment est-ce que tu trouves les nouveaux chandails, là, puis la surprise que l'équipe vous a faite là, pour commencer la saison, d'avoir pas des nouvelles couleurs, mais un nouveau design un peu? Oui, écoute, c'est des super beaux chandails. Fait que non, c'est ça, les coachs, ils voulaient garder ça un petit peu secret juste avant le dévoilement, avant qu'on commence la game. Fait que vraiment des beaux chandails, 3 sets de chandails encore, un orange, un blanc, puis un noir. Fait que le design est un petit peu différent. Mais écoute, ils sont vraiment beaux, puis il reste juste à aller porter, puis amener des victoires avec ces nouveaux chandails-là. Ouais. Moi, en tout cas, pour avoir vu le noir, en fait, je les ai tous vus, mais le noir que vous avez porté à Sorel le week-end, là, je pense que c'est mon préféré. Il est vraiment. J'aime bien les uniformes noirs, fait que ça va avec mon goût, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment une coche au-dessus. Moi, je voulais aller dans un volet un petit peu plus peut-être social. Du côté de l'Assurantia, on a un fan club de l'Assurantia. Justement, je t'avais eu en entrevue là, pour fan club l'année dernière.
Tu es impliqué aussi dans la communauté. Tu as fait le défi tête rasée aussi il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous parler de cette cause-là? Oui, fait que j'ai fait le défi tête rasée Leucan. C'était cet été que ça s'est passé. C'était en juin. Fait que j'avais fait ça avec mon cousin, dans le fond, qui s'appelle Nathan Gagnon, qui est courtier immobilier dans la région. Fait que on s'était fait approcher par le comité organisateur de Leucan pour justement participer en tant que coprésident d'honneur à ramasser des sous pour la cause. Puis tu sais, c'est sûr que c'est une cause qui nous tenait à cœur tous les deux. Parce que en étant papa maintenant d'un petit garçon, tu sais jamais quand est-ce que ça peut t'arriver, que la maladie frappe. Fait que, je trouvais que c'était une belle cause pour ramasser des fonds puis redonner justement aux familles qui en ont besoin puis aider les jeunes là-dedans. Fait qu'on a ramassé une bonne somme. Nous, on avait ramassé, je pense, la somme totale, c'était pas loin de, je pense, 100 000 en tout avec Leucan dans la région de Thetford. Wow. Fait qu'on avait fait justement une game l'année passée avec l'Assurancia pour ramasser des fonds. Il y avait eu d'autres activités aussi qui s'étaient faites au travers de ça. Fait que on était vraiment contents de la collecte qu'on a faite, là. Est-ce qu'il y a des événements comme ça qui s'en viennent bientôt? Es-tu au courant un petit peu? Il y a toujours des événements un petit peu dans la région, soit les centres de pédiatrie sociale, Leucan qui va revenir encore cette année. Fait qu'il y a toujours des événements. Puis c'est sûr que quand on a la chance de s'impliquer comme ça dans la communauté, ben on essaye de le faire. Puis par le fait même, je m'implique aussi un peu dans le hockey mineur ici dans la région à Thetford. Fait que je vais donner des pratiques une fois de temps en temps dans les équipes du hockey mineur, soit dans la tombe, le pee-wee, puis je me promène un petit peu là-dedans aussi, justement, pour venir un peu aider des coachs, puis apporter mon bagage, mon expérience. Fait que c'est quelque chose que je fais aussi au travers de ça. Il y a aussi un partisan là, qui nous écrit dans les commentaires, Danny Charette à Avisac, qui dit que tu es venu aussi à son dévoilement, là, quelques mois qu'il avait fait, donc qui dit aussi que tu es une bonne personne et que tu as pris le temps de parler à tout le monde. Très merci encore. Ah, ça me fait plaisir. Puis, quand il y a des événements comme ça, j'essaye d'y aller quand je suis disponible. Je pense que c'est important les partisans nous supportent autant pendant les matchs, toute l'année. Fait que, des fois, c'est un petit quelque chose qu'on peut faire qui nous permet de redonner aussi. Puis, je pense que les gens ils l'apprécient beaucoup aussi dans ce temps-là. Mm-hmm. Dave, as-tu quelques questions? Sinon, j'ai des petites photos. Ouais, parler. Est-ce qu'on parle un peu des matchs? On finit-tu avec ça pour mettre la table pour la fin du mois? OK, parfait. Moi, j'avais juste une petite question, peut-être plus revenir au niveau hockey. Ta première saison, plus un but par match, un petit peu plus même qu'un but par match, un but de plus, que le nombre de matchs que tu as joué, vraiment, tu as pris un peu la ligue. Tu as surpris tout le monde là, à quel point on savait que c'est ton parcours que tu serais sûrement un des bons joueurs de la Ligue, là, mais de faire un but par match et tout. Est-ce que l'année passée, là, tu as joué un peu moins, mais cette année, est-ce que tu remarques une différence de l'approche dont les équipes et les défenseurs jouent contre toi depuis ton arrivée dans la Ligue? Est-ce que vraiment là, tu le sens qu'on t'a à l'œil plus, qu'on le sait quand tu es sur la glace puis qu'on prend plus de chance, on te laisse moins d'espace? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence dans cette approche-là? Ben écoute, c'est sûr, hein, quand tu connais une bonne première saison comme ça, ben les équipes après ça, ils s'ajustent. Puis même durant ma première saison, je le voyais aussi à chaque match que plus la saison allait, plus qu'il y a des équipes aussi qui s'ajustaient. Puis cette année, c'est encore le cas aussi. Là, c'est sûr que c'est à moi après ça de ramener mon jeu, d'augmenter mon jeu encore d'une coche justement pour performer encore plus. Je pense que en ce moment, ça va bien. C'est sûr qu'on n'a pas le début de saison qu'on souhaitait autant l'équipe.
Puis c'est sûr que plus les semaines vont avancer, on va prendre tout le monde ensemble, on va prendre notre heure d'aller. Puis c'est un petit peu comme l'année passée, puis même ma première année, on a commencé l'année souvent pas mal aux alentours de 500. Puis c'est vraiment, je te dis, aux alentours de peut-être de la 10e game que là, on prenait vraiment notre heure d'aller. Puis je pense que ça va être encore la même chose cette année. En pratiquant pas, ben plus qu'on va jouer de match. Puis c'est sûr que là, avec le début d'année, on a eu beaucoup de matchs de une game. Fait que c'est dur de prendre un rythme quand tu joues justement une game par fin de semaine. Mais tu sais, mais que la saison continue d'avancer. Je suis pas inquiet que tout le monde, autant moi que l'équipe, on va reprendre notre air d'aller puis on va augmenter notre jeu d'un cran. Là. Sinon, pour finir sur les questions hockey, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des droitiers maintenant que vous êtes tous déboussolés, mais qu'est-ce qu'ils pensent qui fait que présentement, l'avantage numérique de l'assurantia, je pense que c'est ça qui Maline va être un peu au courant. Là, selon les statistiques, c'est 2 buts en 33 occasions. Je mettrais un petit astérix parce que maintenant, vous avez marqué contre les Éperviers, ça faisait peut-être 2 secondes, la pénalité était finie, fait que ça ne rentre pas dans les stats d'avantage numérique, mais qu'est-ce que tu penses là, qui fait que justement, c'est-tu parce que le timing n'est pas encore là ou vous essayez des trucs puis finalement ça marche peut-être moins que ce que vous faisiez avant? C'est quoi un peu, selon toi, là, qui explique ça? Puis... je te dirais un petit peu de tout ce que tu as mentionné, un petit peu de timing, d'exécution. Des fois, on essaie peut-être un petit peu trop de vouloir faire le jeu parfait plutôt que juste lancer au but puis prendre les retours. Mais c'est quelque chose qu'on sait, qu'on est conscient qu'il faut qu'on soit meilleur sur l'avantage numérique parce que avoir scoré un petit peu plus de buts par match en avantage numérique, on n'aurait peut-être pas la fiche qu'on a là non plus. Fait qu'on sait qu'il faut qu'on soit meilleur, qu'on exécute mieux. Puis, comme que je dis, en jouant plus de matchs, ben, je pense que ça va s'améliorer aussi puis on va débloquer davantage. Là. Justement, tu parlais que dans les dernières semaines, vous aviez juste joué un match par fin de semaine. Là, vous allez en jouer 2 en fin de semaine. Vendredi contre les Marquis, samedi contre le Cool FM. C'est quand même les Marquis, une équipe qui est très rapide, tout le temps de l'action dans ces matchs-là. Puis le Cool FM, quand même, vos rivaux de proximité. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir beaucoup d'émotions en fin de semaine? À quoi s'attendre? Ben écoute, c'est sûr que ça va être 2 bons matchs en fin de semaine. Si on regarde Jonquière vendredi, c'est la première fois qu'on les affronte. On les affrontait en match préparatoire. Puis là, on les affronte en début de saison comme ça. Fait que c'est sûr que ça va être un bon match. Ils ont encore une super bonne équipe. Ils sont toujours dangereux sur le power play. Fait qu'on sait qu'il faut faire attention, pas prendre trop de mauvaises punitions non plus. Puis, si on regarde Saint-Georges, c'est sûr, avec ce qui s'est passé la dernière game, ben, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu des flamèches en partant. Fait que ça va être à suivre, mais c'est tout le temps des matchs qui sont hauts en émotion puis en intensité. Fait que c'est toujours le fun d'affronter Saint-Georges. Avais-tu, pas pour revenir trop là-dessus, mais tu fait le saut quand tu as vu Dave Hamel arriver au banc de l'Assurantia en une dizaine de jours? Ben, écoute, c'est sûr, tu t'attends pas à ça nécessairement. Mais écoute, il voulait créer quelque chose, réveiller ses coéquipiers. Fait que non, c'est sûr, quand il s'est approché du banc, ben là, tu commences à te poser un peu des questions. Puis écoute, il est arrivé ce qui arrivera. Mais je pense qu'en général, il n'y a pas trop eu de débordement non plus. Qu'est-ce qui avait à être fait, qui a été fait. Puis c'est ça, là. Ouais, on a vu, tu n'as pas hésité par contre à rentrer dans le tas si on veut quand c'est arrivé. Ouais, écoute, c'est sûr qu'on est toujours prêt quand des situations de même arrivent, là. Mais non, écoute, c'était assez particulier, là. Ça me faisait un petit peu penser dans le temps du ProLab, quand il y avait des bagarres générales, tu arrivais dans le warm-up, il y avait des bagarres générales. Ces affaires-là. Fait que non, je pense que ça a été un bon show en bout de ligne. Puis ça a été bien aussi qu'on sorte avec la victoire après ça. Vu qu'on est l'Halloween, mes petites photos que j'ai trouvées dans le fond sur
des réseaux sociaux. On va remonter à 2022. Ouais, 2022. Ça, dans le fond, c'est avec ma conjointe à côté de moi, puis mes parents. C'était le party de fête de 30 ans à ma blonde. Fait que j'avais organisé un petit party surprise à face de bœuf à Thetford Mines. Fait qu'on était pas loin je pense qu'on était presque une centaine de personnes qui étaient là, puis on est arrivé, puis on n'était pas déguisés. C'était un style années 80. Ouais, je pense c'est un Slash de Guns N' Roses. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est arrivé, puis on ne reconnaissait pas vraiment personne. Tout le monde était déguisé, puis on avait amené son costume. Fait qu'elle était vraiment contente, puis ça avait été une belle soirée. Elle n'a pas veillé tard, ben. Elle s'est couchée assez tôt, mais non, ça a été le fun. Si on le remonte en 2018, donc je ne sais pas si c'était à l'Halloween ou si c'était à la pub. Oui, c'était à l'Halloween encore. Dans le fond, ben, lui à ma droite, en ninja avec moi, c'était Chris Clapperton. Ça, c'est quand j'étais au Nouveau-Brunswick à Fredericton. Lui à ma gauche, avec le masque en or, c'était Alex Dubois. Puis lui, à côté d'Alex Dubois, ben, c'est Tristan Pomerleau qui joue pour les 3L de Rivière-du-Loup. Puis l'autre, c'est Olivier Leblanc. Fait que, fait que c'est ça, ben, Pomerleau qui joue à Rivière-du-Loup, ben, c'est un de mes très bons vieux amis. Là, on a joué ensemble, dans le fond, quand j'étais junior majeur à Victoriaville. On a joué 2 ans, puis après ça, quand j'étais allé à UNB, ben, on a fait un autre 3 ans et demi ensemble. Fait que, c'était pas mal un de mes meilleurs amis, là. Tu dois être content qu'il est rendu dans la Ligue nord-américaine maintenant. Quand tu joues contre lui, ça doit faire une bonne saine compétition. Écoute, c'est le fun, mais c'est pas le fun. C'est pas le fun parce que il joue contre moi. Fait que lui, il a comme mission un peu de ne pas me laisser scorer. Puis les deux, on se connaît tellement. Ça fait tellement longtemps qu'on a joué ensemble, qu'on connaît un peu les tendances de l'autre. Fait que c'est assez spécial de jouer contre lui. C'est un bon challenge, je remarque, de vouloir la mettre dedans quand il est sur la glace. Là. Il y a Danny Charette là, qui nous dit également premier affrontement contre Cadorette, Philippe Cadorette, si c'est lui qui va être le gardien d'office chez les Marquis. Oui, écoute, c'est cadeau, c'est un super bon gardien, fait que ça va être un beau défi de l'affronter vendredi. Je pense que lui, c'est sûr que c'est toujours spécial hein, quand tu viens affronter ton ancienne équipe qui t'a échangé. Fait qu'il y a toujours un petit quelque chose de plus que tu veux prouver. Fait que ça va être un beau défi pour nous autres aussi. Là. Question, c'est qui a plus l'avantage dans ces situations-là? Le gardien qui connaît les tendances des shooters ou les joueurs qui connaissent les points faibles du gardien? Écoute, c'est une bonne question. Je te dirais, c'est sûr que pendant le match, il va tellement arriver de situations, ça va se faire rapidement, tu n'as pas vraiment le temps de penser. Mais exemple, tiens qu'à avoir, je sais pas, un lancer de punition, ben là, le gardien, il va plus. Je pense qu'il y a peut-être un petit avantage parce qu'il va connaître tes tendances, tes moves. Fait que je te dirais là-dessus, il y aurait peut-être un petit avantage pour le gardien, là, des fois. Là. Ouais, ça serait pour Cadorette, j'imagine que ça serait un peu le scénario rêvé d'avoir la chance de vous battre en tir de barrage. Un quart. Écoute, sûrement. On verra ça vendredi. Est-ce que tu as tes petites questions en rafale, Dave? Oui, donc on peut finir avec ça. J'ai été au podcast, mais tu n'as pas encore eu la chance de faire les petites questions en rafale là, pour que les gens en apprennent un peu plus sur toi. Fait que première chose qui te vient en tête, là, tu réponds. Ça va défiler vite. Je veux savoir ton premier souvenir au hockey, mettons la première fois que tu as eu des patins dans les pieds, que tu te rappelles, ce serait quoi? Écoute, moi j'ai commencé à jouer au hockey à 6 ans. Dans le fond, j'avais commencé à patiner vers 4 ans. Puis à 6 ans, moi, mes parents m'avaient inscrit au karaté. Puis tous mes chums, ils jouaient au hockey. Fait que moi, j'étais pas trop content. Fait que là, je revenais tout le temps à la maison. Moi aussi, je veux jouer au hockey. Puis finalement, ils m'ont inscrit. Puis c'est de même que ça l'a parti. C'était ça l'inspiration du costume? Ouais! Ça aurait pu être une bonne inspiration, en effet, ouais.
Bon. Pourquoi tu portes le numéro, donc là, dans la Ligue nord-américaine, je ne sais pas si tu as toujours porté le 29, mais c'est 20... 91. 91, ouais, je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête, mais 91, est-ce que tu as toujours porté 91 ou est-ce qu'il y a une raison aussi derrière? C'était le 19 avant, je pense, non? Ouais, c'est ça, exact. J'ai tout le temps eu le numéro 19 depuis que j'étais jeune, parce que mon joueur préféré, moi, c'était Joe Sakic. Fait que j'ai tout le temps eu le 19, midget 3, midget 3A, Bantam, Junior. Puis quand je suis arrivé à UNB, ben, le 19, il était pris. Fait que c'est là que j'ai changé pour le 91. Puis même chose après ça, quand je suis arrivé à Thetford, c'était Maxime Lecourt qui avait le 19, fait que j'ai gardé le 91. T'as pas essayé d'y acheter une montre ou quelque chose? Non, j'ai pas. En y offrant un bon tour, là, chez Desjardins. Ouais. 1% de moins sur son hypothèque. C'est bon. Ben, la prochaine question, c'était ton idole au hockey, donc Joe Sakic, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'était Joe Sakic, mon joueur préféré. Es-tu assez vieux pour l'avoir connu? C'est Colorado, hein? Pas de chance, tu l'as connu. Ouais, non, c'est ça. Je ne l'ai pas connu dans le temps des Nordiques. Mon père, c'était un fan des Nordiques. Fait que, mais quand il joue au Colorado, je l'ai tout le temps suivi. Puis c'est de même que c'est devenu mon joueur préféré. En fait, est-ce que tu aurais un athlète préféré en dehors du hockey? Ouais, écoute, moi, mon athlète préféré en dehors du hockey, c'était Roger Federer. J'ai tout le temps été un fan de tennis, puis j'ai tout le temps suivi ça, écouté les highlights, puis les tournois Wimbledon, Roland Garros. Fait que j'ai tout le temps suivi ça beaucoup, le tennis. C'est qui le meilleur de tous les temps? C'est lui ou c'est Djokovic? C'est rendu Ben Djokovic. écoute, c'est Djokovic. Hein, il continue de le prouver année après année avec tous les records qui brisent. Je pense qu'il y a tous les records Masters 1000, Grand Chelem. Fait que, il y a rien qu'il n'a pas fait. Fait que c'est sûr que c'est dur à dire. Ben, je veux dire, c'est pas dur à dire. Si on se fie aux statistiques, c'est vraiment lui le meilleur de tous les temps. Puis c'est un beau challenge quand il joue contre Alcaraz en ce moment. Ça fait une belle rivalité aussi. Fait que j'aime ça le suivre lui aussi. Là. Ouais, c'est le fun au moins qu'il y en ait un qui est capable de l'accoter aussi maintenant. Ça a été comme une couple d'années que se passait rien, c'était tout le temps lui. Mais ouais, parfait. Donc, est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Écoute, routine d'avant-match, je te dirais, je mange tout le temps pas mal la même chose avant les games quand on joue à Thetford. Sinon, je te dirais, j'ai pas de quoi vraiment de spécifique. Tu sais, je chronomètre pas à quelle heure que j'attache mes patins, puis à quelle heure que je m'en vais m'habiller dans la chambre. Je vais vraiment selon le feeling pour être prêt à temps pour le warm-up. Là. Bon, ton coéquipier le plus drôle chez l'Assurancia? Écoute, je te dirais le plus drôle, Chris Lausier, c'est pas mal, je te dirais, lui qui me fait le plus rire. Puis pas loin en arrière, Joey Rattel aussi, là, c'est un bon. Puis Nick Dumoulin aussi, ça en est un bon. Je te dirais Lausier, Rattel, Dumoulin, c'est pas mal, c'est ceux qui me font le plus rire. Là. Un bon trio, c'est bon. Ouais, vraiment. Selon toi, le meilleur joueur avec qui tu as eu la chance de jouer? Écoute, ça, c'est une bonne question. Ma première année, quand j'étais à l'île du Prince-Édouard, à Charlottetown, il y avait Ryan Graves qui jouait avec moi à défense. Je suis maintenant pour il est rendu à New Jersey? Non, il n'est plus à New Jersey. Il est rendu à Pittsburgh, c'est ça exactement. Fait que vraiment un bon défenseur, un gros gabarit. Puis il était impressionnant à voir junior. C'est sûr, j'ai joué avec d'autres gars aussi. C'est comme Daniel Sprong, qui joue maintenant pour Détroit. Puis après ça, c'est sûr, j'avais joué avec Thomas Chabot. Ça, c'était plus dans le midget puis dans le bantam. Il n'était pas aussi bon qu'il l'est en ce moment, mais on avait joué ensemble aussi quand on était plus jeune. Parfait. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent?
Écoute, c'est sûr, c'est ma première année, vraiment une première année exceptionnelle dans la Ligue. On arrive, c'est sûr, il y avait eu le tournoi Bob Bissonnette qu'on avait gagné, après ça, fini premier, puis champion des séries. Fait que ça avait été vraiment une année spectaculaire d'un bout à l'autre. Fait que c'est une très belle année, là. Oui, parfait. Ça va être dur à battre. Oui, c'est dur à battre. Là. Surtout que les équipes sont plus retournées au tournoi Bob Bissonnette. Fait qu'il n'y a plus personne qui va pouvoir enligner. Non, c'est ça, exactement. Donc, ensuite, ton repas préféré? Mon repas préféré, je te dirais pas mal un bon steak, là. Pas mal dans mes tops, le steak frites. Ou du poulet parmigiana que ma belle-mère a fait, c'est pas mal dans mes tops. Faut gagner ouais. des ouais. Avec cette réponse-là. Ton film préféré ou série télé? Film préféré, série télé. Moi, j'ai tout le temps été un fan, dans le fond, des Avengers depuis que je suis petit. Fait que c'est sûr que je suis ça beaucoup, là, tous les films qui sortent des Avengers. Puis sinon, série, je te dirais Game of Thrones, c'est pas mal dans mon top. Là. Parfait. Puis, si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Écoute, un artiste, j'aurais aimé aller voir en show, c'est AC/DC. J'étais supposé aller les voir quand je m'étais fait repêcher justement junior majeur. Mon père, il avait acheté des billets. Dans le temps, c'était à Québec. Je pense qu'il venait jouer ses plaines d'Abraham. Puis justement, à cause du camp junior qui commençait plus tôt, ben j'avais pas pu aller les voir. Fait que c'est sûr que ça a tout le temps été un artiste que j'aurais aimé aller voir. Là. Ouais. Ils font encore ils sont plus jeunes. Ils font encore des shows. Peut-être un jour, ça va donner. Donc, c'est bon. Fait que merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Une petite question de Danny Charlotte qui demande dans la LNH quel joueur que tu as joué avec lui qui te surprend le plus? Quel joueur que j'ai joué avec qui me surprend le plus qui joue dans la LNH? Écoute, c'est une bonne question. C'est sûr que de mon âge, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup avec qui j'ai joué qui évoluent en ce moment dans la LNH. C'est sûr que il y a Dylan, que lui aussi, j'avais joué avec quand j'étais jeune. On a joué à Bantam, Midget 3 aussi ensemble. Dylan, c'est un très bon défenseur dans la ligue. Là, c'est sûr que là, avec l'arrivée de Pomerleau à Rivière-du-Loup, je pense aussi que ça va être un des très bons défenseurs dans la ligue. Je te dirais, c'est sûr que Mathieu Ayotte aussi, remarque, qui joue à Sorel en ce moment. Oui, j'ai joué à Victoriaville aussi avec. Il y a un bon début de saison. Fait que je te dirais vite de même, c'est les trois premiers qui me viennent dans la tête, là, que je te dirais que ça va être que c'est des bons joueurs en ce moment dans la ligue aussi. Là. Good. Parfait. Donc, c'est bon. Donc, un petit 2 grosses fins de semaine pour l'Assurancia. 2 matchs qui s'en viennent. Un petit mot pour les fans. C'est quand même des belles foules depuis le début de la saison aussi à Thetford Mines. Donc, si tu avais un petit mot là, pour qu'ils viennent les encourager pour le match de ce soir. Peut-être aussi pour le match de samedi à Saint-Georges. C'est pas trop loin. S'il y en a qui veulent faire le déplacement. Donc, si tu avais un petit mot à leur dire pour compléter l'entrevue. Oui, écoute, c'est sûr que justement, en fin de semaine, Jonquière, vendredi, ça va être un super bon match. C'est sûr que la semaine passée, contre Laval, on n'a peut-être pas eu la fin de match qu'on aurait souhaité, un petit relâchement de notre part. Fait que, vendredi, c'est un bon moment pour nous autres de se reprendre. Si on aurait un mulligan à reprendre, comme dirait Bobby, ça serait la game de vendredi, justement, contre Jonquière. Puis après ça, le lendemain, un classique contre Saint-Georges. Fait que ça aussi, c'est toujours des super bons matchs. Puis de venir faire le trajet à Saint-Georges, puis d'enterrer les partisans à l'autre bord, ça aussi, c'est toujours le fun à entendre quand tu es l'équipe visiteur. Là. Yes. Merci, Alex, de ta présence là, sur l'émission. En plus, un 31 octobre, là, quand même. Oui, merci d'avoir accepté. Puis juste en finissant, il y a un commentaire d'Olivier Dostier qui demanderait une petite anecdote de la Ligue nord-américaine, si t'en as une à brûle pour point. Une petite anecdote de la Ligue nord-américaine. Écoute, je me souviens, je sais laquelle qui veut que je compte. Là. Dans le fond, quand on avait gagné la Coupe à Laval, justement, ma première année,
On redescendait après ça dans la van. Puis, tu sais, dans la van, il y avait. Moi, je voyage tout le temps, dans le fond, avec, dans le fond, Serge Cadorette, qui est le propriétaire. Après ça, il y a Dan Groslot, l'entraîneur adjoint. Gilles Tivierge, qui s'occupe du vidéo. Puis après ça, ben, les autres, tu avais Oli Dusty, justement, qui était là, cette game-là. Puis tu avais Dylan Labé. Fait que là, en partant, ben, on était parti peut-être, c'est ça, 3 heures du matin. Puis en partant, on était arrêté. On a pissé directement sur le bord de l'autoroute. Fait que là, Dan, lui, il se lève pour aller aux toilettes, assis côté conducteur. Fait que lui, il fait ça dans le milieu de l'autoroute à 5 heures du matin. Puis là, après ça, on est rembarqué dans la van. On est descendu à Thetford. On est arrivé à Thetford peut-être pas loin de 6h30 le matin. Puis lui, Dan, il joue tout le temps au golf la fin de semaine, le samedi, dimanche matin, départ vers 6h30. Fait que on l'a droppé directement au terrain de golf avec la coupe. Puis il a passé toute la journée au terrain de golf avec la coupe. Ah ouais, tabarouette. Sans avoir dormi. Sans avoir dormi, puis les shooters en brunchant à 7h le matin, toute l'équipe. Fait que quand il s'est couché le soir, il a tombé, puis sa blonde en parle encore. C'est jamais quand ça va arriver gagner la coupe. Fait que il a bien fait d'en profiter. Exact. Ben, merci Alex, puis on va te souhaiter bonne chance là, pour les 2 matchs en fin de semaine qui s'en vient. Merci beaucoup les boys, puis continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Aussi. Salut Alex, à la prochaine. Bye bye. Salut. All right. Donc, Alexandre Goulet, encore une fois, qui était très généreux, papa. Cette petite anecdote-là, on ne l'avait pas entendue avec les. Puis au nombre de joueurs qu'on a reçus depuis ce temps-là qui ont gagné la Coupe en 2022, il doit en rester de moins en moins des anecdotes. C'est bon. Je ne sais pas si au terrain de golf, il y en a une couple qui ont demandé comment ça qu'il était habillé de même hier, puis il est encore. Ouais. Pour revenir à Alexandre Goulet, vraiment très généreux de son temps. C'est sa 3e saison, mais déjà je dirais, des meilleurs ambassadeurs de la Ligue. Là, à chaque fois, surtout avec Ted Fulmer, à chaque fois qu'il y a un événement, quelque chose, il est toujours là. Donc, vraiment. Puis en plus de tout ça, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue sur la glace aussi. Donc, merci beaucoup à Alexandre d'être venu encore une fois là, cette semaine. Et tu parles un des meilleurs joueurs de la Ligue aussi. Est-ce que tu te souviens peut-être le classement là, de mémoire? Il était dans notre classement des 20 meilleurs joueurs de la Ligue. Il était top 5, ça, je suis pas mal certain. Ouais, je pense que c'était 5e ou 6e, mais. On peut le retrouver. Pendant qu'on. Ah, je l'ai, l'article. Il était 5e, effectivement. 5e. Donc, moi, je l'avais mis 2e en fait. Moi aussi, je l'avais mis dans ça. Ouais. Donc, c'est bon. Alors, poursuivre avec le. On parle peut-être les matchs. Ouais, un petit retour rapide. Il y avait juste 4 matchs. On peut. Deuxième période, l'analyse. Oui, donc revenir un petit peu sur les matchs. 4 matchs, donc un calendrier un petit peu plus. Ben, on l'a dit, là, dans les prochaines semaines, il y a beaucoup de fins de semaine de 4 matchs, donc un calendrier un petit peu plus léger en novembre. Si on y va, là, commencer le premier match là, qui était le Cool FM de Rivière-du-Loup le Cool FM de Saint-Georges à Rivière-du-Loup. Je voulais parler trop vite. Donc, un match là, qui. Un match s'est joué, souvent on dit des matchs en 2 temps. J'aurais quasiment envie de dire en 3 temps. Le Cool FM qui domine le début du match, on prend les devants. Ensuite de ça, Rivière-du-Loup qui reprend les devants. Le Cool FM qui, en début de 3e période, il va de 2 buts coup sur coup, donc pour faire 4-3. Donc, reprennent les devants une autre fois. Puis, Maxime Saint-Cyr qui, pour faire plaisir aux partisans, a réussi à égaliser là, avec 1 minute. Finalement, ça s'est joué en tir de barrage. Un match un peu
très, très, tu sais, les montagnes russes, là, ça changeait tout le temps de la personne, d'équipe là, qui menait dans le match. Il y a 6 buts sur les 8 dans ce match-là qui étaient en power play aussi. Hein. Oui, donc c'est vrai, bien remarqué. Donc, il y a eu beaucoup d'avantages numériques aussi. C'est un match, il y a eu beaucoup de punitions, surtout des 2 minutes et des pénalités mineures. Donc, les avantages numériques qui se sont fait aller. Ça, je trouvais que c'était peut-être un peu ça, tu sais, en début de match, je pense 2 buts en 30 secondes du Cool FM. C'est un 5 contre 3. On peut dire que ça avait coûté cher sur la séquence. Par la suite, là, les 3L qui ont joué un peu le même tour là, ont bénéficié d'avantages numériques qui sont revenus en partie. 2 buts en 20 secondes, eux aussi, pour commencer la deuxième, en début de deuxième. Mais c'est un peu, je pense que, tu sais, quand on dit, c'est sûr, la finale de barrage, c'est comme je paye un 25 cents là, rendu là, mais c'est comme si une équipe comme le Cool FM, qui connaît beaucoup de succès depuis 2 ans, ont gagné la Coupe, trouve toujours une façon de réussir à gagner, puis on dirait que les 3L n'ont pas encore appris à gagner, trouvent toujours une façon de perdre, malheureusement. Puis c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission, des 3L, c'est souvent un relâchement qui va durer quelques minutes, mais pendant ce relâchement-là, c'est là qu'on va se faire mal. On va se faire marquer 2 buts. C'est un peu ce qui est arrivé en début de troisième période quand on avait l'avance. 2 buts coup sur coup de Benjamin Lagarde. Il y en avait un qui était en avantage numérique, oui, mais quand même, il faut que le désavantage numérique produise aussi. Donc, je pense que du côté de Rivière-du-Loup, je ne sais pas si ça va changer le speech de motivation pour réussir à jouer 60 minutes, que ça va prendre, je ne sais pas, un petit peu plus d'intensité, plus je sais pas, de mise en échec ou de quoi que ce soit, n'importe quoi. Mais, il manque quelque chose justement pour aller chercher ce petit step-là. Puis, c'est tous des matchs serrés. Il n'y a pas de matchs où ils se font vraiment surclassés, mais c'est vraiment un copier-coller de ce qui s'est passé en série l'année dernière. C'était des matchs que c'était tant super serré, mais les marquis trouvaient tout le temps de façon de gagner. Puis c'est la même chose qu'on a vu jusqu'à présent dans le début de la saison. Donc, on avait parlé, je pense, la semaine passée ou l'autre d'avant, là, que je pense qu'à part le premier match de la saison contre les Pétroliers, que c'était fini 3-0, je pense. C'est ça, enlève. C'était 3 matchs. Les 4 premiers matchs, c'était 3 par 1 but. Puis... Enlève les 3L sont moins 4 depuis le début de l'année au différentiel. Ils ont perdu le premier match 3-0, justement. Fait que ça veut dire que depuis le premier match, on est à moins 1 au score. Fait que, ça veut dire que si on a plus de défaites que de victoires rendues là, c'est que on ne trouve pas une façon de gagner parce qu'au niveau des... On devrait jouer pour 500 selon cette statistique-là, mais ce n'est pas le cas. Fait que je pense que c'est un peu ça ce qui... Je ne sais pas d'où est-ce que ça va venir, mais il manque un petit step. Il va falloir que l'équipe finisse par le trouver. Au moins, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que justement, on est toujours, peu importe ce qui se passe depuis le début de la saison, on est toujours dans le coup. Fait que c'est mieux que de perdre par 2 buts, 3 buts ou 4 buts. Mais je pense que en même temps, du côté des fans, je comprends qu'on peut commencer à s'impatienter aussi parce que ça fait 2 ans qu'on est patient, on comprend que l'équipe est dans un processus, mais là, c'est la première année où on veut voir des résultats, c'est comprenable. Donc, à voir comment ça va se développer. Puis ouais, 49 à 33 pour les tirs. Je dois mentionner par contre que Saint-Georges se sont fait sauver les fesses par leur gardien en première période dans ce match-là parce que les 3L ont vraiment dominé cette première période-là. Puis c'est justement de retraiter au vestiaire en laissant 2 buts en fin de première période, puis de retraiter au vestiaire une période que les shots ont fini genre 22-10 pour les 3L, puis de retraiter au vestiaire avec un retard de 2 buts. Ça doit être dur sur le moral, mais ouais, chapeau à Sébastien Auger mentionner sa performance en première période parce qu'il a vraiment gardé son équipe dans le match. Pour répondre à Stéphane Bailey qui dit « J'ai-tu rêvé, Maxime Villemère joue dans l'autre ligue? » Oui, Maxime Villemère joue dans l'autre ligue. Oui, mais tu sais, ce que Maxime Villemère avait dit, c'est que la Ligue Senior 3A, c'est un horaire moins chargé. Il joue dans l'équipe de la maison. C'est ça, il joue dans une équipe qui est juste à côté de la maison. Donc, c'est plus...
c'est plus facile. Mais il est actif au hockey, fait que s'il reprend la piqûre, est-ce qu'on va le revoir? Il est toujours sur la liste des 3L. Est-ce qu'on va essayer de le monnayer pour aller chercher quelque chose ou est-ce qu'on va venir quelques matchs être éligibles pour les séries? Ça reste à voir. Je suis certain que Fabien Dubé reste pas les bras croisés face à cette situation-là. Là. Il y a d'autres équipes aussi que s'il y a un Maxime Villemère qui vient disponible sur le marché des échanges, je suis sûr qu'ils vont recevoir des appels. Connaissant aussi les directeurs généraux de la Ligue, de temps en temps, on lâche des petits appels à ces joueurs-là pour avoir des nouvelles. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il doit recevoir des textos une fois de temps en temps. Ah, comment ça va? Donc, Grimby, tu joues bien, hein? T'as retrouvé la game shape. Je pense qu'il y a eu une blessure là, dernièrement. Là. Il avait joué 5-6 parties. Il y avait une blessure. Je ne sais pas si elle est revenue. Ouais. Non, je suis moins un peu ouais. Je sais qu'il y a un autre match, Épervier-Marquis, qui s'est fini en prolongation. Victoire des Marquis. Oui, donc, premièrement, encore une foule au-dessus de 2000 personnes. C'est fou parce que j'ai été à Jonquière, puis c'était 2200 personnes, puis les fans avec qui j'ai parlé étaient comme, ouais, la foule a l'air petite à soir comparée à ce qu'on avait depuis le début de la saison. C'était quand même le fun. Quand tu as une petite foule de 2200 personnes dans la Ligue nord-américaine, les choses vont bien. Fait que, un match avec les Éperviers. Première période, je dirais vraiment sans histoire. C'était un peu. Ça paraissait. C'était un match vendredi soir. Les équipes ont fait beaucoup de routes. C'était assez brouillon, on ne se cachera pas. Ça a commencé avec le fun en deuxième période. C'est marqué plusieurs buts, 3 buts des Éperviers, dont 2 encore de Guillaume Gauthier qui vraiment compte pas dans l'œil présentement. Là. Ça va bien, ça va vraiment bien, ces choses. Il y avait ça me fait penser, il y avait une ligne dans la Ligue nationale qui appelait la goal a game line, mais tu sais, Guillaume Gauthier, c'est quasiment 2 goals a game pour lui. 3 matchs de suite avec 2 buts dans la Ligue nord-américaine. J'aimerais savoir c'est quoi le record. Là. Probablement qu'il y en a dans le temps de Wes Goldie qui en marquait 50. Peut-être que c'est plus que 3 le record, mais c'est quand même toute une séquence. Est-ce qu'il va la poursuivre? Ça reste à voir. Du côté des Éperviers, sur une note un petit peu plus mauvaise nouvelle, il y a Mathieu Ayotte qui avait quitté la rencontre. C'était une très, très solide mise en échec de Gabriel Verpass qui avait reçu. Il était revenu dans le match en fin de deuxième, mais finalement n'avait pas joué la troisième période. De son côté, ça va être à évaluer, je dirais. C'est pas le jour dans la Ligue nord-américaine, c'est la semaine. Mais ça va être à revoir. On va voir, dans le fond, on va avoir la réponse vendredi du côté de Sorel Tracy. Mais si jamais, ça serait dommage si jamais c'est une absence là, qui durait quelques semaines parce que Mathieu Ayotte jouait tellement bien depuis le début de la saison à Sorel Tracy. Également, au niveau du match, je pense que du côté de Jonquière, on a réussi à faire ce qu'on fait tout le temps, on dirait au Palais des Sports. Les Éperviers menaient 3-2 en troisième. Les Éperviers jouaient très défensivement en troisième. En même temps, on avait perdu à Ayotte. Olivier Cahouette aussi, qui avait commencé le match, n'avait pas terminé le match. Donc, on avait vraiment des effectifs réduits. Donc, on tentait de garder notre avance. Les marqués qui poussaient. Finalement, on réussit à marquer. On réussit à marquer en prolongation sur vraiment une excellente pièce de jeu d'Alexandre Picard. Là. Il a tout fait seul, puis il a remis à Tourigny, qui avait seulement à pousser la rondelle derrière dans le fond du filet. Donc, belle victoire des marqués. Faire plaisir à la foule, une belle victoire en prolongation. Puis j'ai une petite anecdote aussi sur ce match-là qui me fait assez rire. J'étais parlais avec Danick Malouin après la rencontre. Il y a une séquence après le premier but des Marquis. Les Éperviers avaient à peu près 3 tirs au but. Il y avait 5 minutes de jeu en deuxième période. C'était vraiment pas un bon début de match pour les Éperviers. Philippe Desrosiers, qui lui aussi a connu un bon match en début. Mais en tout cas, on s'installe à la mise en jeu. Puis Danick Malouin est face à Donald Brashear. Puis Danick Malouin me donne un petit coup de bâton, Brashear réplique, là, ça se parle un peu. Puis là, les deux se parlent un peu dans le blanc des yeux. Puis là, je vais voir Danick Malouin après la rencontre. Je dis c'est quoi, de quoi vous avez jasé et tout. Puis Malouin qui dit l'équipe était amorphe. On venait de se faire compter le premier but. Fait que je ne sais pas trop. J'avais pas trop d'idées en tête. Là, je voulais juste peut-être voir peut-être que Donald Brashear, je sais pas. Peut-être ça y tente. Aller chercher le faire sortir
Ils vont aller chercher comme un 2 minutes ou quelque chose. C'est juste créer quelque chose pour donner de l'énergie à l'équipe. Mais il disait que, tu sais, un moment donné, les deux se sont reculés, puis, tu sais, se regardant encore, puis ça y a traversé l'esprit de comme genre, ah fuck, tu sais, si Donald lâche ses gants comme là, puis j'ai pas le choix d'y aller. Puis il était comme fuck, si ça arrive, ben, j'ai pas le choix, il va falloir que j'y aille. Finalement, ça s'est passé, mais ça m'avait fait rire de la façon qu'il l'avait raconté, que pour la fraction de seconde dans sa tête, il s'est fait comme fuck. S'il va, j'ai pas le choix. C'est comme tu sais, une décision que tu regrettes un petit peu après quand tu viens de réaliser que c'est fait, il faut y aller. Ça m'a fait bien rire, mais non, c'était quand même, mettons, si on enlève la première période, c'était vraiment un bon match de hockey entre les deux équipes, les marques qui ont réussi à gagner. Aller gagner en prolongation. Tu parlais de Donald Brasher aussi, je me souviens, dans le match, il y a une percée, il a fait une montée là, sur le côté droit, vu couper au filet, a fait une passe là, du revers devant, mais c'était, je pense que les descripteurs avaient été aussi surpris sur la séquence par sa vitesse quand même. Ouais, ben, moi, ce qui me surprend le plus, pour vrai, tu a pas mal joué. Donald Brasher avait joué comme 7-8 matchs avec Thetford Mines en 2016. Ça fait quand même un petit bout de temps. Il était dans la quarantaine quand même. Mais je me rappelle que quand il avait joué en 2016, comme j'avais vraiment l'impression que malheureusement, il ne suivait plus. Il était un peu trop lent. Puis là, cette année, je trouve que ça ne détonne pas du tout. Quand il fait sa présence, je veux dire, il suit la game. Puis pour l'avoir vu sans son équipement avant le début de la rencontre, il est vraiment il est en très bonne forme. Il y a des joueurs bien plus jeunes que lui qui ont des bédaines que lui. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de poignée d'amour à 51 ans. Monsieur, il est en shape. C'est ça. Fait que, je pense que ça paraît. Je sais pas, il était en quelle forme en 2016, mais je pense que ça l'aide beaucoup. Évidemment, du côté des marquis, on l'utilise sur un temps de glace, c'est quand même raisonnable. Là. On ne le fait pas jouer 15-20 minutes par match. Mais non, quand même, me surpris. Justement, puis il a quand même créé justement coupé au filet, fait une bonne mise en échec aussi à un moment donné. Il a quand même bien fait ça. Fait que, ouais. Vendredi, il y a aussi le match pétrolier contre Assurantia à Thetford. C'est victoire de 7-2 des pétroliers. On en a parlé un petit peu avec Alexandre qui disait qu'en troisième période... Juste avant de rentrer dans ces matchs-là, je voulais juste saluer Stéphane Bailey qui commande, que j'ai vu justement à Jonquière vendredi. Donc, félicitations. Puis, au niveau du match, puis, ça finit 7-2, mais je pense que, comme Alexandre Goulet l'a dit, c'est un relâchement en troisième. Là, quand le match est comme hors de portée, Thetford se sont relâchés. 7-2, c'est peut-être pas l'image vraiment là, du match au complet. Ça a quand même été 2-2 jusqu'en troisième période. Côté Thetford Mines, de positif, Mario Trabucco, 2 buts. 2 buts qui ont été marqués près du filet, je pense vraiment. Puis je me rappelle pas de son deuxième but à Trabucco, mais son premier aussi sur 4 buts cette saison. Il y en a 3 qui ont été marqués quasiment les 2 pieds dans le cercle bleu. Je pense que vraiment, ça va être un poison devant le filet, là, prendre des retours de lancer, aller marquer des buts là, lorsque ça fait mal. Je pense que c'est un joueur là, qui est très bon pour faire ça. Là, de la façon dont il joue aussi, c'est tout le temps un gars qui va être bon sur l'échec avant, va toujours aller se placer devant le filet. Donc, positif pour l'assurance à ce niveau-là. Sinon, du côté de Laval, on sait la Ligue est toujours remplie de talent et de vitesse. Puis du côté de Laval, le recrutement se fait tellement bien, même s'il nous manque des joueurs. Les joueurs qu'on vient rajouter dans l'alignement quand on a des blessés, c'est des joueurs très intenses, très rapides. On le voit, que ça fait une différence. Je pense à Nathan Hodgins, Zach Zorn qui est en train de trouver un poste à temps plein cette saison à Laval, la façon dont il joue. Puis aussi la défensive qui est toujours aussi bonne, mais ça, on en a déjà parlé. Mais je pense que du côté de Laval, c'est ça vraiment qui font leur force, c'est la vitesse et la jeunesse qu'ils ont
à l'attaque présentement qui fait que c'est difficile à suivre pendant 60 minutes pour une équipe. Donc, il faut le dire aussi avec des blessés, là, notamment Danick Paquette, Raphaël Bussière, Jonathan Arbonne. Oui, donc c'est trois blessés importants. Maxime Massenauer la semaine dernière aussi qui avait manqué quelques matchs. Jonathan Joannette aussi qui a joué dans les Axons, Nathan Hodgins. Jonathan Joannette qui est arrivé l'année dernière, mais qui a plus de temps de glace, qui est un joueur qui est encore jeune, qui est intense. Lui aussi est en train de faire sa marche. Je pense que c'est... j'ai vu la statistique, là, c'était 9 points en 5 matchs, je pense, Jonathan Joannette à ses 5 derniers matchs, donc vraiment qui est vraiment bon ces temps-ci. Je pense que c'est ça vraiment la force de Laval, là, c'est que le jeu se passe très, très vite quand on joue contre Laval, puis les autres équipes sont, en plus d'être une équipe qui a la chance de pratiquer en début de saison aussi, ça fait une différence, mais je pense que du côté des autres équipes, il faut être prête à travailler puis patiner quand on va affronter Laval cette saison. Mm-hmm. Je suis content pour Jonathan Joannette parce que l'année dernière, quand même, si on regardait l'alignement des pétroliers, on le voyait peut-être plus sur la 4e ligne. Maintenant, arrive là, cette année très productif. Puis de voir son but en échapper, là, sa réaction après son tir, que la rondelle était dans le filet, il était vraiment content pour vrai. Puis, c'est la pensée que j'ai vue justement en le voyant réagir là, avec. Il était content. Ouais. Puis ça n'a pas trop rapport, mais la prise de vue à Laval, pour vrai, surtout ce but-là, là, je trouve que c'est le fun quand c'est vraiment bien fini. Ouais, mais l'image était vraiment belle. De ce match-là, pour vrai. Je regarde d'habitude, mettons, 4 matchs sur 6, 3 sur 4. Là, me semble, je ne sais pas si c'est une des premières fois, mais l'image à Thetford était vraiment belle, ce match-là, en tout cas. Oui, puis ça nous mène un peu vers le dernier match, là, la victoire de 3-2 des Pétroliers contre les Marquis à Laval. Quand on regarde là, les étoiles de ces matchs-là, quand on parle là, de la vitesse des Pétroliers et tout, les 3 étoiles de ce match-là, c'est Jacques Zorn, Jonathan Joannette qu'on parlait, Joël Caron. La game d'avant à Thetford Mines, les 3 étoiles, c'était Nathan Larose, Nathan Hodgins, puis Carmine Anthony Pagliarulo. Fait que c'est tous des joueurs vraiment jeunes. Puis quand que je parle de... c'est ça un peu que je veux surligner, là, que vraiment la jeunesse de Laval, et c'est ça vraiment qui fait la différence. Je ne voudrais pas aussi passer sous silence l'apport de Daniel Gauthier, parce que jusqu'à présent, ça semble porter fruit. Pas que Laval était très bon aussi l'année dernière, même quand c'était Pierre Pelletier, mais à date, ça semble que le message a l'air de passer au niveau de Daniel Gauthier. L'équipe joue très bien depuis le début de la saison. Tu parlais de façon de gagner là, chez le Cool FM. Je pense de la partie de samedi, justement, Daniel Gauthier là, qui a dit après le match en entrevue que ça n'avait pas été facile, que les joueurs avaient peut-être perdu leur focus avec les pénalités à un moment. Que c'est le début de l'année, là, donc c'est peut-être pas si grave, là, mais quand va arriver le crunch, on ne doit pas se mettre dans cette situation-là. On a quand même trouvé une façon de gagner là, samedi. Oui, c'est ça. Puis oui, quand on regarde au niveau des pénalités, Laval était très, très indiscipliné. Je fais juste regarder au niveau des pénalités, il y en a eu plusieurs, mais aussi comme Maxime Massenauer qui a écopé d'un 2 plus un 10 minutes d'inconduite vers la fin de la rencontre. Heureusement, Laval a gagné, mais si ce match-là se transporte en prolongation, puis on n'a pas Maxime Massenauer sur la patinoire du côté de Laval, aussi une mission défensive, Maxime Massenauer est très bon dans les deux sens de la patinoire. S'il arrive quelque chose, de ne pas avoir ce joueur-là, du côté de Laval, c'est une grosse perte. Donc, effectivement, c'est des petits points à corriger, de faire attention que même, ça c'est toutes les équipes, mais même quand on n'est pas d'accord avec le travail des officiels, il faut essayer
garder nos émotions un peu à l'intérieur de nous-mêmes, même si c'est pas toujours facile. Mm-hmm. Finalement, ben, Laval qui est sorti quand même avec les victoires. Donc, exact. Mais au bout du compte, c'est ça, Laval qui réussit quand même à gagner jusqu'à présent cette victoire. Dans l'adversité, avec les blessés, les nouveaux joueurs, les nouveaux joueurs qui vont bien en plus. Exact. Yes. Donc, est-ce qu'on y va avec notre nouveau segment du jour ou on y va avec des pilules bleues, pilules rouges? Je te donne le choix, Dave. Ah, on peut y aller avec pilule bleue, pilule rouge. Yes. Donc, ça faisait quelques semaines qu'il n'y en avait pas eu. Oui. Donc, allons-y. Peut-être des surprises du côté des défenseurs. Du côté des défenseurs dans la Ligue, des joueurs recrues. Jérôme Gravel, des Marquis. Félix Boivin, des 3L, qui marquait un super beau but sur une montée là, avec un tir parfait contre le Cool FM. Tout un tir. Moi, je dirais, c'est sans rien enlever à Jérôme Gravel, je choisirais Félix Boivin pour l'instant, parce que du côté des 3L, Félix Boivin, je pense, est en train vraiment là, de se donner un rôle important à cette équipe-là, joue sur l'avantage numérique, produit aussi, déjà rendu à 2 buts. Je pense qu'il crée beaucoup de choses également. Il est vraiment impliqué là, dans beaucoup de choses du côté de Rivière-du-Loup. Puis il y a plus de place aussi. Tu sais, Jérôme Gravel arrive avec les Marquis. Oui, il va quand même avoir du temps d'avantage numérique, puis il va continuer à éclore, mais on est derrière les grosses pointures, les Brisebois, les Verpass. Donc, Félix Boivin là, qui vraiment jusqu'à présent fait des belles choses. Samuel vient de dire Félix Boivin dans le chat, un petit Mathieu Medley en devenir, mais oui, je pense que c'est un bon comparatif parce que oui, je pense que ça a un peu même style de jeu jusqu'à présent de ce que je vois. Là. Donc, ouais, c'est quand même une bonne comparaison. Et maintenant, chez les recrues offensives, Mario Trabucco et Mathieu Ayotte. Oui, c'est toujours drôle de dire que Mario Trabucco, c'est une recrue à 36 ans. Ouais. Encore là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je dirais Mathieu Ayotte parce qu'il a complètement changé l'attaque des Éperviers. Là. Vraiment, les Éperviers avaient de la misère à marquer des buts si ce n'était pas le Big Three, comme on dit, là, avait vraiment de la misère à marquer des buts l'année dernière. Mathieu Ayotte arrive. Évidemment, il y a Guillaume Gauthier aussi qui fait sa part là-dedans, là, vraiment beaucoup. Mais Mathieu Ayotte, qui a déjà 3 ou 7 saisons, vraiment beaucoup, beaucoup de vitesse, tout le temps dangereux quand il y a la rondelle, là, surtout en accélération dans la zone neutre. Vraiment, là, les autres équipes qui sont doivent être sur le qui-vive. Je dois choisir Mathieu Ayotte. Par contre, Mario Trabucco, qui vraiment, je pense, va valoir, plus la saison va avancer, plus il va valoir son pesant d'or, puis surtout dans les séries, parce qu'il marque des buts à des endroits où ce qui deviennent. Plus la saison avance, puis plus les matchs sont difficiles, plus les endroits payants, de plus en plus, ça devient devant le filet, parce que le jeu se resserre de plus en plus, il y a moins d'espace sur sa patinoire. Fait que c'est tout le temps là où ce qu'on peut faire la différence. Fait que je pense que c'est une bonne trouvaille pour l'Assurantia, mais à date, non, je choisirais. Et un dernier, peut-être 2 joueurs là, qui sont des surprises depuis le début de la saison. J'ai choisi Jonathan Joannette et Guillaume Gauthier. Là, c'est difficile, ça. C'est dur. C'est dur à dire. Gauthier, 8 buts en 6 matchs. Jonathan Joannette a commencé tranquillement, mais 9 points à ses 5 derniers matchs. Donc, c'est dur. C'est dur à dire. Les deux aussi, tu sais, on avait cruellement besoin d'attaque du côté de Sorel. Gauthier amène ça. Du côté de Jonathan Joannette, on perd beaucoup de bons joueurs en début de saison. Du côté de Laval à cause des blessures, on step up, on arrive ces 2 premiers trios, on produit. C'est dur à dire. Alors là, pédale bleue, pédale rouge. 8 buts en 6 matchs, c'est quand même dur d'être meilleur buteur de la Ligue depuis le début de la saison aussi. Là, 8 buts en 6 matchs, c'est dur de
On savait que Guillaume Gauthier était un marqueur de but. Peut-être qu'il était un petit peu plus underground l'année dernière. Il n'avait pas joué non plus tous les matchs là, de la saison. Ouais, mais je me rappelle tout le temps quand il jouait à Montcalm, surtout au début de la saison, à chaque match, il y avait comme un 3-4 chances de marquer. Il ne mettait vraiment pas toujours dedans au début là, à Montcalm. Puis en même temps, c'est une nouvelle ligue, peut-être qu'il est en train de l'apprivoiser. Mais je me rappelle, je me disais tout le temps, Colin, s'il finissait plus, là, j'étais comme Gauthier, il en marquait en maudit début. Puis à date, on dirait que c'est ça qui se passe. Good. Donc, c'était les pilules rouges et les pilules bleues. On va y aller peut-être avec un petit segment de circonstances. Bienvenue à Histoire d'horreur. Ouais. Qu'est-ce que Histoire d'horreur? Eh bien, pour l'occasion, je vais te demander, Dave, là, Histoire d'horreur, c'est l'Halloween. Peut-être chercher dans tes souvenirs, là, puis nous dire peut-être un match dans la LNH là, qui était une histoire d'horreur là, que tu te souviens. Ben, ça dépend. Et excuse Dave, avant que tu continues, les gens là, qui ont des histoires d'horreur, s'il vous plaît, si vous pouvez les marquer en même temps dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, il y a un match que je me rappelle qu'avant, je pense en 2011, avant que je commence à travailler pour Sorel Tracy, on était allé, c'était dans le temps des fêtes, on était allé la famille voir une game à Windsor, dans le temps que Windsor était dans la ligue. Puis Colin, on fait le voyagement pour aller à Windsor juste pour voir les éperviers perdre 12 c'était la Chic Avenue à l'époque, perdre 12-2. À Windsor, je me rappelle, ce match-là, c'était un peu une histoire d'horreur. J'ai rarement vu un club se faire surclasser comme ça, quand je me rappelle dans mes souvenirs. 12-2, ça peut être un peu une histoire d'horreur. Sinon, mais les cauchemars, là, vraiment, là, des matchs cauchemars, là, moi, ce qui me vient en tête aussi, c'est quand les éperviers ont perdu, encore une fois, c'était à Chicavenna, la finale contre Jonquière. Match numéro 3, 2-2 en prolongation, deuxième prolongation, un tir de la ligne bleue qui rebondit sa bande derrière le gardien pour aller pogner la patte de Sébastien Charpentier qui rentre dans le but. Le match se finit comme ça à Jonquière pour revenir à la maison après ça aussi. Donc ça avait fait, je me rappelle, ça avait fait très mal. C'était un peu un cauchemar. Sinon, contre Rivière-du-Loup en 2016, perdre en troisième prolongation en finale aussi, ça fait mal. Ça fait mal aussi. Donc ça. Aurais-tu mis le 7e match contre le Cool FM, là, il y a 2 ans? Ah, mais ouais, ça aussi, c'est une histoire d'horreur parce que tout a mal été, ce match-là. Je veux dire, Cool FM ont marqué 3 buts, je pense, dans les 10 premières minutes. C'était la débandade. Puis c'était, ouais, j'avoue, ça va remonter 3-0. Ouais, j'avoue que ça c'est pas pire histoire d'horreur. Mais c'est quand même sur une série au complet. Là, c'est... Ouais, c'est un dénouement d'horreur, ça, ouais, pour une série. Moi, vite, il y a aussi la partie l'année dernière, le pétrolier contre les bâtisseurs, là, qui avait un back-to-back. Là. La première partie, je pense, qui était à Montcalm, que les pétroliers avaient gagné 14-5, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf dénouement heureux, les bâtisseurs avaient gagné le lendemain. Donc, histoire d'horreur que c'est bien réglé finalement. Ouais. Sinon, des histoires d'horreur. Une autre affaire, c'est plus peut-être dans le. Histoire d'horreur pour les fans de Sorel. Mais un truc peut-être plus niveau. Ah ouais, ça, ouais, effectivement, pour les fans de Thetford, ça fait mal. L'autre que je pourrais dire aussi, peut-être plus, si on y va de gore, là, il y a une image aussi que je me rappelle là, que j'étais. C'était en finale en 2019 contre Jonquière. David Rose avait reçu un coup de patin juste au-dessus de l'œil. Ça avait fait peur quand le coup est arrivé, parce qu'on avait peur que ça touche l'œil. C'était juste au-dessus de l'œil. Puis entre la deuxième et la troisième période,
sur la table du thérapeute, j'avais passé à côté, puis ça m'avait. Tu regardes un peu ailleurs parce que c'était un peu dégueulasse. Il y avait, je pense que c'était un autre joueur, quelque chose pour y tenir l'œil ouvert de même pendant que la thérapeute ou la personne faisait des points de suture au-dessus sur comme l'arcade sourcilière. Là. Puis c'était comme, c'était vraiment une scène. Je trouvais ça dégueulasse un peu. Mais il est tourné jouer Mingré, puis il est allé jouer en troisième période. Donc, c'est quand même à souligner. Faut le faire. Ouais, on peut mettre aussi les blessures qui... justement, tu disais que tu as passé, là, puis l'œil fermé. Il y a des blessures peut-être comme ça là, qui peuvent rentrer dans l'histoire. Ouais, Sébastien Courcelle qui s'était fait couper par un patin. Exact, Félix Allaire et tout ça. Je pense un peu à la même chose. Ouais, ça avait... Kevin Veilleux aussi, peut-être, là, qui avait été secouru. Ouais, le poignet, ça, on l'avait moins. On l'a vu se tenir le poignet, mais tu sais, Courcelle, on le voyait. C'était une cicatrice. Mais ouais. Donc, avec l'Halloween. Puis, pour finir, à moins que tu en aies d'autres, j'ai un petit quiz aussi. Petit quiz. Ouais. J'ai une petite musique ici. J'ai des petites musiques, là. Ah ouais. Attention. Yo, vas-y. Ok, d'accord. Il a fallu mettre ça pour l'histoire d'heure. Et alors? Comme Halloween, je suis allé m'amuser à regarder les dates d'anniversaire. Il y a un joueur dans l'histoire de la Ligue qui a gagné la Coupe dans la Ligue nord-américaine. Et c'est sa fête aujourd'hui, qui est né à l'Halloween. Donc, pour donner un petit indice, il a gagné la Coupe en 2005 avec le Radio X de Québec et en 2012 avec l'Isothermique de Thetford Mines. Donc, c'est qui le joueur en question qui... C'était un bon joueur aussi. C'était pas un joueur obscur, là, mais que c'est sa fête aujourd'hui. Donc, bonne fête en direct du podcast, mais qui est né le jour de l'Halloween. Marco Charpentier? Non, il n'a pas gagné à Thetford Mines. Donc, Sébastien Carpentier? Non plus. Donc, quand même, un des bons joueurs que j'ai dans la Ligue nord-américaine fait partie du club des 500 points. Non, c'est pas Alex Tremblay. Un joueur qui fait partie du club des 500 points dans la Ligue nord-américaine. Patrice Bilodeau? Non plus. Donc, a fait rouler sa bosse, a joué également là, à Trois-Rivières, Rivière-du-Loup, Saint-Georges. A fini à Thetford Mines. Mon Dieu. Bon, ça, Denis Arsenault qui dit Duval, Martin Duval, mais je pense pas. C'est joueur de centre, non. Tremblay. Une fois, deux fois. Ouais, mais c'est un des meilleurs pointeurs de l'histoire de la Ligue quand même. Je peux donner des indices là, au-dessus de 600 points dans la Ligue nord-américaine. Un joueur qui vient je pense qu'il vient du Bas-Saint-Laurent. Peut-être même Gaspésie, je sais pas, je vais le checker ici. Donc, un joueur originaire là, de la Gaspésie. Ouais, je suis allé voir sur les internets. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de le dire. Ouais. Bon, ben, bravo Félix. Tant Félix qui finit par l'avoir.
Oui, effectivement, c'est notre aussi Yannick Landry. Donc, bonne fête à Yannick. Il y en a plusieurs qui l'ont eu finalement. Donc, bonne fête à Exact. Donc, bonne fête à Yannick Landry. Pas l'oublier, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue, au-dessus de 600 points dans la Ligue américaine. C'est quand même tout avec 2 coupes aussi. Donc, un des joueurs importants là, à chacune des coupes qu'il a remporté. Donc, sa fête aujourd'hui. Le seul joueur là, dont sa fête, c'est le 31 octobre qui a remporté la coupe dans la Ligue américaine. Bonne fête, Yannick. Donc, à voir un jour. Comment? Peut-être dans les séries, on essaie d'avoir c'est plutôt d'avoir des joueurs actifs pendant les séries. Ça pourrait être on pourrait l'inviter à un moment donné, quand même beaucoup de véhicules dans la Ligue américaine. Donc, à suivre, mais aujourd'hui, c'est sa fête. Donc, merci tout le monde d'avoir été des nôtres dans cette soirée d'Halloween, d'avoir partagé cette soirée spéciale avec nous. Merci à Alexandre Goulet également, là, notre invité de ce soir, qui est très généreux encore une fois. Et j'espère que l'émission vous a plu. Quand même, on a essayé d'amener quelques petits segments spéciaux, amener une petite touche là, spéciale. Respecter le thème. Comment? Respecter le thème. Respecter le thème. On essaie de s'amuser un peu. Je pensais que tu aurais arrivé déguisé. Je ne sais pas si les gens, devant leur ordi, sont allés chercher un chapeau de police ou un casque de pompier. Là, mais... J'étais déguisé en fin de semaine. J'étais déguisé en Patrick de Bob l'éponge. Patrick l'Étoile. Ah, OK. Ça. Gardez une petite gêne à soir. Donc, merci Dave, merci tout le monde et faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir. Merci.